Enfin, ce qui est en jeu, finalement, c'est une intégration civilisationnelle de l'Eurasie. Alors ça commence à ce moment-là. Le deuxième moment qui me paraît intéressant, c'est probablement la Renaissance, le 15e, 16e siècle. Alors dans le contexte russe, c'est la fameuse théorie de Moscou, troisième Rome. Byzance est tombé en 1453. Et donc il y a un moine qui s'appelle Philothée qui échafaude une théorie disant que deux Roms sont tombés, Moscou est la troisième Rome et il n'y en aura pas de quatrième. Pour les spécialistes, là aussi, c'est une théorie qui est très intéressante parce qu'elle pose les fondements d'une idée de l'empire russe, c'est-à-dire qui serait héritière évidemment de Byzance, 1453, Byzance tombe aux mains des Turcs. D'ailleurs, ça a été un massacre, on oublie parfois de le dire. Et d'autre part, mais dans l'esprit évidemment de Moscou, Moscou est héritière de Byzance, certes, mais en fait de Rome. Donc Moscou est l'héritière de Rome, et le moine, qui a une vision comme ça apocalyptique, eschatologique, considère que Byzance et Rome sont tombés pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que la Providence a voulu qu'elles tombassent, si vous voulez. Et alors évidemment, la portée eschatologique, c'est qu'il n'y en aura pas de quatrième. C'est-à-dire que Moscou, jusqu'à la fin des temps, sera la troisième Rome. Ensuite, peut-être le moment intéressant, on s'approche de choses qui sont plus connues du grand public, parce qu'évidemment l'histoire médiévale russe c'est un peu abscon, mais c'est néanmoins intéressant. C'est évidemment la période du moderne, hein, les impérialismes, les empires qui se heurtent. Alors si on regarde les choses du point de vue russe, peut-être que l'intégration de l'espace eurasiatique, c'est une volonté de Catherine II. Qui est, comme vous savez, une princesse allemande, mais qui a lu Montesquieu, mais pas la théorie de la séparation des pouvoirs, plutôt la théorie du climat, qui fait qu'en Russie, il faut un pouvoir fort parce que l'espace est grand, le climat est froid. Et donc, elle a un projet inavoué que le prince Potiomkin lui aurait probablement soufflé, qui est de reprendre Constantinople, de libérer Constantinople des Turcs. Et c'est là, effectivement, qu'on semble qu'il y ait un affrontement entre cette volonté d'aller vers le sud-est et bloqué par le monde occidental. Et donc, effectivement, là, on aborde un point important, ce qui sera un peu la logique de mon raisonnement, c'est de voir comment il y a à la fois une volonté russe d'intégrer l'espace eurasiatique, et la façon dont le monde occidental bloque cette volonté de puissance, ou ce qu'elle voit comme une volonté de puissance. Alors évidemment, puisqu'on est dans l'introduction, l'élection récente de Trump, lue par Dugin, on me demandait si j'étais à cette réunion d'éléments, effectivement Dugin devait venir, il est sur la liste des sanctions. Dugin, pour le présenter, c'est le porte-parole du néo-eurasisme. En 2004, je l'avais invité à l'université de Rennes, on m'avait dit qu'est-ce que tu fais là, tu prends des risques, etc. Mais je voulais en tout cas qu'on pense que l'eurasisme et le néo-eurasisme, et j'avais fait un petit colloque qui s'appelait Eurasisme et néo-eurasisme, deux idéologies de l'Empire russe au XXe siècle, en invitant Dugin, en organisant un vrai débat intellectuel autour de lui. Alors, puisqu'on parle de lui, voilà, par exemple, il a écrit en russe « Asnov et Evraziste », les fondements de l'eurasisme, une anthologie avec les pères fondateurs de l'eurasisme et également du néo-eurasisme. Et puis, un chercheur qui n'a pas trouvé de poste en France, c'est un peu la catastrophe du point de vue universitaire dans ce pays, donc quelqu'un pourtant de grande valeur, qui s'appelle Marlène Laruelle, qui a été offrir ses services aux États-Unis, n'ayant pas trouvé de poste en France, mais c'est un chercheur tout à fait sérieux qui a travaillé sur l'eurasisme, l'idéologie eurasiste russe ou comment penser l'Empire. Marlène Laruelle, c'est probablement le meilleur ou la meilleure spécialiste française ou francophone de cette question. Je l'avais d'ailleurs invité, on avait bien discuté à cette occasion. Alors, dans un tout autre genre, puisqu'on parle de volonté de puissance, il y a les ouvrages des russophobes. Par exemple, l'exemple le plus célèbre, c'est Marcel Van Herpen, Putin's Wars, The Rise of Russia's New Imperialism. Donc ça, c'est typiquement la lecture qui considère qu'il y a une volonté de puissance russe que le monde occidental doit arrêter. Dans quelques livres, à l'occasion tout à l'heure, si vous voulez les feuilleter, ne les prenez pas simplement, parce que, surtout, il n'y a pas beaucoup. Ça, on a tiré un peu d'exemplaires, il y a peu d'exemplaires parus, donc il y en a 4, j'aimerais qu'il y en ait 4 tout à l'heure aussi.
Voilà, donc vous pourrez les regarder. Alors, comment je vais procéder? D'abord, dans un premier temps, puisque c'est de ça dont je suis spécialiste, c'est de situer le racisme et le néo-racisme dans l'histoire des idées. Et ça, c'est original. Il y a peu de personnes en France qui sont capables de le faire, en principe. En revanche, et dans la deuxième partie, je vous parlerai de... Bon, et là, tout le monde peut finalement avoir un point de vue, et ça permettra d'avoir un dialogue. C'est pas strictement universitaire, c'est de voir comment, justement, sur le plan des géopolitiques, ou sur le plan des relations internationales, eh bien, on peut réfléchir à, je crois, deux logiques, en fait, qui s'opposent. Une logique d'intégration de l'espace eurasiatique par la Russie et le jeu des puissances. Alors, en fait, je pense qu'il y a effectivement, la Russie fait partie de structures emboîtées qui sont chapeautées, dont la forme ultime, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, puis il y a des structures emboîtées, et il y a un concert des nations, et la Russie fait partie d'un certain nombre de clubs. Et puis il y a aussi des oppositions binaires, si vous voulez. La plus célèbre, par exemple, c'est le pacte de Varsovie et l'OTAN. Là, très clairement, la Russie fait partie, le pacte de Varsovie, comme vous savez, n'existe plus, mais enfin, fait partie d'un des éléments du couple et s'oppose à un autre élément qui est l'OTAN. Donc voilà. Donc je pense que dans la deuxième partie, ça sera plus facile. Je n'entrerai pas trop dans les détails techniques, mais j'ai beaucoup de chiffres, mais en 30 minutes, on ne peut pas aborder ces questions. Alors, première chose, donc, essayons de cerner conceptuellement cette notion de racisme et de néo-racisme. Alors, de façon très schématique. En fait, si on présente l'histoire des idées en Russie, on peut avoir une ligne directrice qui est de considérer qu'il y a en fait deux axes parallèles. Il y a un axe qui est celui du développement de la pensée du progrès, qui en gros commence en Russie au XVIIIe siècle avec les Lumières, un Radishchev voyage de Pétersbourg à Moscou, où il critique le servage, et donc en général on fait commencer cette ligne progressiste au XVIIIe siècle. Et puis il y a une autre ligne qui est réactive ou réactionnaire par rapport à cela. D'une certaine façon, c'est les anti-lumières. Vous savez que Joseph de Maistre, que Louis de Bonald se sont réfugiés en Russie. Donc il y a toute une pensée des anti-lumières en Russie. Donc, le commencement aussi de cette pensée, donc finalement des anti-lumières, c'est aussi le XVIIIe siècle. Donc il y a deux lignes qui vont se développer en parallèle. Et évidemment, le racisme et le néo-racisme, ça appartient à la deuxième ligne parallèle, celle qui réagit contre une idéologie du progrès et contre les excès d'une idéologie du progrès et contre la naïveté d'une idéologie du progrès. Voilà, donc, alors, si on en décrit un petit peu les étapes, alors, donc, premier moment, 18e siècle. 18e siècle, Radishchev qui s'oppose en fait à Catherine II. Catherine II, en 1790, va le faire arrêter, le faire condamner à mort. Finalement, elle ne sera pas exécutée, mais enfin, elle entrera dans une rage noire. Et puis, elle-même, qui est russe, enfin, devenue russe, elle fait rédiger une antidote à tout cela, etc. Et puis, ensuite, le deuxième moment, c'est le début du 19e siècle. C'est ce qu'on a, donc c'est la période, alors historiquement, ça s'est produit comme ça. Les officiers russes ont suivi l'armée russe à Paris, en France et en Allemagne, et les jeunes officiers vont fréquenter les salons français, parisiens, mais aussi à Nancy, enfin dans d'autres villes, et vont fréquenter également les bancs des universités allemandes. Et c'est là qu'ils vont entrer en contact avec une pensée philosophique, et ils vont prendre la mesure du fait qu'en Russie, il n'y a pas de philosophie, pas de réflexion fine sur le politique et sur la métaphysique. Mais c'est surtout la philosophie politique et sociale. Donc ça se passe à ce moment-là, donc 1812, 1813, 1814, enfin 1814. Et le retour en Russie, ça va donner la révolution des décembristes en 1825, où finalement toute une noblesse libérale va essayer de s'opposer à l'autocratie. Et donc un débat qui va naître dans la fin des années 20, en début 1830, entre occidentalistes qui vont en gros considérer que la Russie doit prendre modèle sur ce qu'a fait Pierre Le Grand, c'est-à-dire moderniser la Russie de façon technique,
Et puis, donc ces occidentalistes, donc par exemple Alexandre Herzen, vont s'opposer aux slavophiles qui, eux, vont au contraire considérer que la Russie a sa culture propre, sa civilisation propre, qui est liée à l'orthodoxie. Et pour eux, si pour les occidentalistes, c'est la période de Pierre le Grand, la période phare, évidemment, pour les slavophiles, c'est la Russie qui est gaine. Donc c'est la Russie entre le 9e et le 12e, 13e siècle. Il y a un équilibre des pouvoirs entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Il y a une forme également de théocratie réussie. Donc ça c'est début de première moitié du 19e siècle. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les discours se musclent et les occidentalistes deviennent peu à peu des nihilistes, des terroristes, pour qui la fin justifie les moyens. On peut tuer les représentants du pouvoir. Il faut déstabiliser la Russie impériale par tous les moyens. Et ils se heurtent donc à des écrivains comme Dostoïevski qui critiquent par exemple cette idéologie dans les fameux démons, dans les Guerse. Et puis également à ce qu'on appelle les panslavistes, Nikolai Danilevski, la Russie et l'Europe, qui va être le texte fondamental du panslavisme. Enfin, ensuite, à la fin du 19e siècle, il y a une opposition à l'extrême fin du 19e siècle, à 1890, entre les marxistes et les marxistes légaux, d'un côté, qui vont s'opposer à une pensée, celle de Vladimir Solovyov, qui est une pensée philosophique religieuse. Et je pense que finalement, la pensée philosophique religieuse, elle naît vraiment à ce moment-là. Et politiquement, donc des jeunes marxistes, mais brillants, vont comprendre qu'ils sont dans l'erreur, que le marxisme est une fausse religion, et que la vraie religion, c'est le christianisme, et qu'elle a une relation véritable, profonde avec la culture et la civilisation russe. Et donc ils vont évoluer du marxisme vers une redécouverte du patrimoine intellectuel russe. Bon, évidemment, il dit Nietzsche, enfin, tout ça est complexe. J'ai consacré ma thèse donc à cette naissance de la philosophie religieuse russe au début du XXe siècle. Alors, malheureusement, tout ça s'effondre dans un vaste cataclysme qui est la guerre de 14, où s'affrontent en fait deux grands courants qui sont le pan-germanisme et le pan-slavisme. Donc la volonté d'expansion du Reich allemand et de l'idée germanique, en fait, porteuse à la fois occidentale, qui s'oppose à une résistance des Slaves. Et donc après la Révolution, dans l'émigration, apparaît enfin le vocable d'eurasisme. Donc le mot eurasisme, il apparaît dans l'émigration. Dans les années 1920, les armées blanches, l'armée blanche est battue, une partie de l'intelligentsia, la noblesse également, quitte la Russie, quelques millions de personnes, et surtout beaucoup d'intellectuels, de professeurs. En 1922, Lénine expulse les philosophes, le phénomène du bateau des philosophes, et donc les Eurasiens, les pères fondateurs de l'eurasisme, le linguiste Nicolas Trubetskoy, un musicologue qui s'appelle Soufchinsky, un historien qui s'appelle Vernadsky, un géographe qui s'appelle Savitz, qui se retrouvent à Sofia, Berlin, Prague, Paris. Et là, évidemment, c'est la désillusion par rapport au monde occidental. Évidemment, les Russes imaginaient une Europe qui ne correspond pas à celle qu'ils découvrent. Alors évidemment, ils sont pauvres, puis ils sont dénoncés par les concierges, ils voient la mesquinerie, ils voient toutes sortes de choses qu'ils n'imaginaient pas possibles en Europe. Et donc il y a une désillusion psychologique d'une certaine intelligentsia professorale qui va à ce moment-là se dire que finalement la Russie c'était quelque chose de tout à fait, c'était autre chose. Et ils vont bâtir une espèce de mythe qui sera le mythe eurasien, disant que la Russie elle a ses spécificités, elle est d'Europe et d'Asie, mais qu'il fallait que c'était une erreur de vouloir toujours imiter l'Europe. Effectivement, Tchaïkovski est européen, tous les nobles parlent 5 langues, mais la Russie, elle est aussi orthodoxe. Et elle a sur son territoire des peuples musulmans qui sont là depuis très longtemps, depuis le début. Avant les chrétiens, il y a des chamanistes, il y a des bouddhistes. Donc il y a à la fois un Orient chrétien et une vraie Asie, enfin une Asie en tous les cas chamaniste et bouddhiste, peut-être musulmane. Et que finalement l'Empire russe c'est ça, c'est une coexistence
heureuse. Alors, ça va faire évidemment je fais sourire parce que je pense qu'il perdra, j'espère, les élections. Mais en tous les cas, il y a une réussite qui est de la coexistence de nations et de religions dans un empire. Alors évidemment, la colonisation, il y a eu des problèmes avec les Bachkirs, avec les Tchétchènes, effectivement, mais relativement, la colonisation russe s'est faite sans grand génocide. C'est un des arguments classiques des slavophiles et des panslavistes. Je regarde l'heure parce que finalement, donc là, en fait, je vais vous parler de l'histoire des idées, et puis ma conclusion, elle sera sur les relations internationales. Ça permettra de discuter sur les relations internationales. C'est plus connu. Donc ça, c'est le moment de cristallisation de la pensée des Eurasiens. Et alors, la reprise, ensuite, c'est à la période soviétique, un personnage assez curieux qui s'appelle Lev Gouminov, qui est le fils de deux poètes, d'Anna Akhmatova et de Nikolai Gouminov, deux grands poètes vraiment du début du XXe siècle. Et il va s'appeler lui-même le dernier des Eurasiens. Moi, je ne l'ai pas connu, je l'aurais pu parce que j'étais en Russie à ce moment-là, mais il va avoir une influence importante sur les milieux universitaires. Par exemple, au Kazakhstan, il y a une université à Astana qui s'appelle l'université Lev Gouminov. Effectivement, le Kazakhstan va prendre pour modèle, c'est Nazarbayev est quelqu'un d'intelligent qui met en place une diplomatie multivectorielle, et il s'inspire, il reprend cette idée, c'est le premier à reprendre officiellement cette idée d'Eurasie pour essayer de bâtir une idéologie pour le Kazakhstan moderne des années 1990. Puis ensuite, évidemment, apparaît en Russie la figure de Douguine, qui effectivement est un peu sulfureuse, il se cherche un peu au début, il fréquente des milieux infréquentables, où alors on a la bohème d'extrême droite, mais des milieux du rock alternatif, enfin, toutes sortes de choses. Et puis, avec le temps, les milieux également orthodoxes, et puis un peu guénoniens, toutes sortes de choses un peu étranges. Mais en fait, et puis il évolue. Et aujourd'hui, il est devenu quelqu'un qui a beaucoup écrit, et il a une certaine forme, je crois, à la fois de connaissance véritablement de la pensée politique, et puis il a une forme d'entrisme qui est assez flatteur à l'égard du président Poutine, ce qui n'est pas dénué, je crois, d'arrière-pensée politique chez lui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de... C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir en France, on aurait pu le discuter, et il a fait juste une conférence. Alors, une conférence qui était d'ailleurs, il y a quelques jours, tout à fait passionnante, et il expliquait que Trump, en fait, l'élection de Trump, c'est la fin de la guerre froide. C'est la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que c'est finalement la fin de ce qu'il appelle, dans le schéma des Eurasiens, qui rentre un tout petit peu dans le débat, il y a une opposition entre le principe tellurien, le principe de la terre, et le principe de la mer, le principe thalassocratique. Et puis alors, Douguine a eu cette idée de parler du marais. Le marais, c'est Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire, c'est cette espèce de libéralisme mou qui bloque la pensée, mais qui est évidemment extrêmement, qui contrôle également les médias et le politique, le gouvernement socialiste actuel, est très longtemps sous influence de Fabius, très directement influencé par BHL. Donc pour lui, c'est ce qu'il abhorre, ce qu'il déteste, ce qu'il abomine, BHL, et ce qu'il représente. Et donc pour lui, il appelle ça le marais, avec une espèce de... Il parle français, avec un accent russe, en faisant quelque chose, mais il peut tout à fait faire une conférence en français. Donc, et il a dit que c'est la fin du marais. Et c'est, alors justement, et ça me permet puisqu'il faut conclure, et je viens à la deuxième partie, vous voyez, j'en avais des pages. La deuxième partie, c'est donc objectif réaliste que cette intégration eurasienne ou eurasiatique de l'espace eurasiatique, ou eurasienne de l'espace eurasiatique. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que cette théorie, en fait, qui est cette volonté russe d'intégrer cet espace, de construire un espace qui commence en Bretagne ou au Portugal et qui va jusqu'en Chine, l'axe fameux Paris-Berlin-Moscou, mais Pékin, en passant peut-être par Damas, Téhéran, etc. Est-ce que c'est possible? Alors, et là, en fait, pour un petit peu en débattre avec vous, je vais vous proposer de considérer cette question sous deux angles. D'une part, jusqu'à l'élection de Trump,
Et puis ce qu'on peut en penser depuis quelque temps, et j'imagine si Fillon est président de la République, bon, évidemment il y a Madame Merkel qui risque d'être réélue au mois d'août, mais qui va un petit peu freiner. Mais enfin, si... on verra. Mais... Septembre, mais oui. Septembre. Mais c'est... en tout cas, le signal viendra des États-Unis. Notre vassalité par rapport aux États-Unis, la vassalité européenne, fait que le signal a été donné. Peut-être un vrai reset des relations avec la Russie. Alors pour Trump, le problème, c'est ce qu'on peut lui faire confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup menti. Je vois qu'il a 70 procès, donc il a un certain nombre de casseroles. Mais en même temps, on peut imaginer qu'il a changé en étant l'homme le plus puissant du monde, qui n'a pas besoin du pouvoir pour s'enrichir, et qui a une volonté pragmatique d'organiser mieux les choses et de combattre enfin, ensemble, dans une alliance entre les États-Unis, la Russie et l'Europe, le vrai ennemi, qui est pour moi l'islamisme. Est-ce que cette grande coalition contre notre vrai ennemi, la définition finalement schmittienne de l'ennemi, nous permettra ensemble de construire un monde pour les générations à venir, pour nos enfants. Moi je le souhaite, parce que j'étais évidemment atterré, j'en parlais avant de commencer cette conférence, j'ai été floué. Moi j'étais de ceux qui, en 97, j'étais dans le gouvernement Juppé, conseiller de Michel Barnier, en charge, entre autres choses, de l'élargissement de l'Europe et du dialogue avec la Russie. Et qu'est-ce qu'on a proposé à la Russie? On a fait un élargissement de l'Europe en faisant que des pays qui étaient amis de la Russie, comme la Bulgarie par exemple, entrent dans l'OTAN. On a bombardé la Yougoslavie et on a finalement baladé, on peut employer un mot vulgaire, mais qui est juste, on a baladé la Russie. Donc il faut sortir de là. Et donc, jusqu'à l'élection de Trump, on avait des structures antagonistes. Poutine était l'ennemi à abattre. Poutine War, Cécile, on a créé un comité de vigilance contre la russophobie et pour la paix en Europe. On a invité quelques Français courageux à participer à cette réinformation sur la Russie. Dans le cas même des Russes de France, j'ai créé aussi une section médias dirigée par Michel Kochko, qui essaie de réinformer les Russes sur la Russie. Mais surtout, l'important, c'est de réinformer les Français. Mais on nous invite où? On nous invite à France 24. J'étais une fois invité à Canal+ par Ardisson, mais on a tiré les oreilles après. Mais en général, on n'a pas le droit à France 2, France 3, TF1. On n'a pas le droit à Radio France. Donc il y a un discours qui est biaisé sur la Russie. Alors évidemment, heureusement, je vois des jeunes qui réinforment, il y a Internet. Mais il y a quand même le mainstream qui était très anti-Poutine, très anti-russe. Alors avec Trump, on peut imaginer que ça change. Avec Fillon, on peut espérer que ça change. Et dans ce cas-là, on n'aura plus besoin d'avoir en fait une réponse agressive russe. L'agressivité de la Russie, c'est pas ça, c'est pas l'impérialisme. C'est une réponse à un endiguement, voilà, qui le monde occidental a profité de la faiblesse de la Russie depuis la période d'Yeltsin. La Russie se devait de réagir, elle l'a fait avec Poutine, ne pas tolérer que si l'Ukraine entrait un jour dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, il y ait à Sébastopol une base OTAN, et qu'à quelques minutes, Moscou ou Saint-Pétersbourg puissent être touchés par des missiles. Donc c'était évidemment un pari un peu violent par Poutine, il n'a pas respecté les règles du droit international, on est d'accord, mais c'est aussi une volonté de défense. Qu'est-ce que feraient les États-Unis si on installait à Cuba ou au Mexique des missiles? Voilà, donc je lance un peu comme ça le débat sur les relations internationales. J'aurais pu creuser évidemment ces questions. Donc en disant que, alors que jusqu'à l'élection de Trump, il y avait véritablement des structures, des antagonistes, on voyait se mettre en place les BRICS, on voyait se mettre en place un G7, les BRICS, on voyait se mettre en place l'organisation de Shanghai, on voyait se mettre en place des structures qui étaient des réponses à justement ce qu'était le G7 ou des structures dont la Russie était exclue. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut se dire que la Russie peut réintégrer, finalement, en fait, ce qu'elle souhaite depuis toujours, c'est de participer au grand club
mondiaux où se prennent les décisions, bon, évidemment le Conseil de sécurité, et d'autres structures pour qu'il y ait, dans un climat de confiance et de dialogue. J'étais d'ailleurs assez frappé des paroles de Poutine à l'égard d'Obama. Obama, on lui avait donné un strapontin récemment au Pérou, mais il a été gentil avec Obama. Il a dit finalement, ouais, je peux venir en Russie quand il veut. Bon, j'ai trouvé assez fair-play parce que. Mais bon, bref. Donc on peut imaginer qu'avec la nouvelle donne politique, mais à partir de janvier, peut-être à partir de mars aussi, eh bien les choses iront dans un autre sens et on pourra finalement ensemble, donc le monde occidental, la Russie, travailler, avoir des projets de coopération et puis combattre notre ennemi. Merci de votre attention. Oui, alors, monsieur, on les prend par deux, si ça ne vous dérange pas. Par deux, monsieur. J'en fais deux et après je reviens à vous. Monsieur, c'est à vous, et juste après... Vous avez parlé de l'espace entre le Portugal et l'Extrême-Orient, voire la Chine. Selon vous, la volonté de la Chine de faire la route de la soie est-elle en opposition ou en complément de cette tendance d'expansion eurasienne? Deux petites questions. La première, c'est est-ce que le mouvement eurasien ou eurasiste a eu de poussées nouvelles compte tenu des sanctions et du regard accru vers l'Est beaucoup plus? Deuxième question, c'est ce que vous avez donné la définition de mouvement chrétien, mentionné sans être plus précis. Et enfin, c'était un commentaire sur la mauvaise fréquentation de Dugin. J'imagine que vous disiez une meuf des partis nationaux bolcheviques n'ont pas une valide. Merci. Je réponds. Alors, la première chose, oui, évidemment, la route de la soie, ça sert à intégrer, sur le plan économique, hein, cet espace. Voilà, donc, le problème, c'est que ça a été un peu pensé avec un pays que le monde occidental a essayé de se mettre dans la poche, qui est le Kazakhstan. C'est-à-dire de faire, alors justement, je l'ai dit, il y a un Nazarbayev, il a de bonnes relations avec la Russie, mais en même temps, il a ouvert son pays au monde occidental. Il a un fonds d'investissement, un système fondé sur celui de Singapour, avec des fonds souverains, inviter les Anglais à moderniser le Kazakhstan. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cadre au Kazakhstan. Il n'y a que des généraux. Ce qui manque, et il manque un peu d'officiers, ou même un peu la piéta, il n'y a que des chefs, et les expats ne veulent pas habiter au Kazakhstan, parce que c'est loin. Donc il a un problème de cadre. Moi j'ai travaillé sur deux grands dossiers au Kazakhstan. Dans tous les cas, la visée est celle-ci. La visée, c'est de mon point de vue, le Kazakhstan est plus asiatique qu'européen. La Russie est vraiment eurasiatique. Le Kazakhstan est surtout asiatique. Mais il a repris l'idée des Eurasiens et il a créé une université, donc ça lui convient bien. Alors, donc, si on considère que la route de la soie, ce n'est pas un projet parallèle ou c'est pas un contre-feu à une volonté russe de développer cet espace, ou à une volonté d'une certaine droite française amie de la Russie et de la Russie de développer cet espace, oui. Alors la question de savoir est-ce que ça sera... Parce que le problème, c'est que le système a toujours voulu, donc Nabucco contre d'autres pipelines, a toujours voulu bloquer les projets russes par des projets européens qui faisaient double emploi, qui faisaient doublon, mais qui permettaient aussi de neutraliser... Ça pourrait être tout à fait un peu provoquant. J'imagine qu'il y a quelques catholiques parmi vous. C'est un peu ce que l'Église romaine a fait en créant en Orient, alors qu'il existait des églises orthodoxes, des églises canonadra, des églises qui ressemblent à l'orthodoxie, mais qui reconnaissaient le pape. Donc malheureusement l'Occident a cette façon souvent un peu jésuitique de fonctionner, c'est-à-dire de mimer pour bloquer. Et parce qu'évidemment du point de vue russe et orthodoxe c'est gênant. Parce que ça partit du mensonge, de la manipulation. En revanche, s'il y a une vraie coopération, moi j'appelle à une vraie coopération franche, honnête avec la Russie.
Et si la route de la soie, c'est ça, tant mieux. Alors pour répondre maintenant à votre question, alors bon, Carl Schmitt, je ne sais pas trop, mais en fait, je vais développer, mais ce qui est vrai, c'est que pour se connaître, il faut connaître son ennemi. Et donc c'est en fait une des façons, d'ailleurs je vois ça dans la jeunesse de France, ces braves jeunes là, qui buvaient une bière au Bataclan, ils ne s'imaginaient pas mourir dans les quelques minutes qui suivraient. Pourquoi ils aimaient bien notre intégration politique et sociale voulue par le gouvernement socialiste, et puis on les a désignés comme ennemis. Le djihad les a désignés comme ennemis, et ils se sont fait flinguer. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris conscience. Quand ils ont vu qu'ils étaient les ennemis de quelqu'un, qu'ils ont pris conscience de leur identité. Moi, je vois dans des milieux comme ça, peu cultivés, je dirais mes étudiants de Rennes 2, l'université plutôt d'extrême gauche, ils sont gentils. Ils sont gentils, mais ils ont compris quelque chose le jour du massacre du Bataclan. Ils ont compris quelque chose. Voilà, donc, parce qu'ils ont été désignés comme ennemis. Hein, ils sont gentils avec tout le monde, ils sont un peu bisounours, ils ne parlent pas beaucoup, ils fument des coups, pas du tabac. Et ces gens-là, ils ont été désignés comme des ennemis. Qu'est-ce que je suis? Je suis français, je suis breton, je suis français, je suis de culture chrétienne, de civilisation chrétienne. Et alors qu'ils étaient dans le vivre ensemble un peu nous. Donc finalement, l'ennemi peut permettre une forme de cristallisation d'identité. Ça, c'est sur la notion de Carl Schmitt. Et votre autre intervention, alors, non fréquentable, moi j'ai pas peur de grand monde. Ben, je veux dire, de toute façon, ma carrière, j'ai 51 ans, je suis maître des conférences dans une petite université de province. Bon, je ne suis pas professeur au Collège de France. Donc, ce qui est clair aussi, c'est que... je ne pense pas, parce que bon, il faut avoir une vraie activité scientifique et de bons livres, comme l'a fait d'ailleurs mon grand-père, André Grabat, qui est un grand byzantiniste. Bon, je vois ce que c'est que d'être un grand professeur. Moi, j'ai une autre... Je suis dans l'action. Je suis dans l'action politique. J'aime bien, je suis un intellectuel, mais dans l'action. Donc, finalement, je peux prendre des risques. J'ai pris une position très pro-russe il y a à peu près 2 ans. Je sais que dans le monde universitaire, c'était prendre des risques. C'est-à-dire que je pense que des gens comme Cécile Vessier ou d'autres, qui ont pris une position qui est... Elle est de Rennes, par ailleurs. Elle est de Rennes, on partage le même bureau, si vous voulez. Simplement, moi je fais cours jeudi, vendredi, et puis lundi, mardi, mercredi. Donc on se croise. Mais je dis, en même temps, ce qui est important, c'est de se battre aussi pour l'enseignement du russe et de la slavistique, et je dis en passant, surtout au niveau secondaire, le russe est en danger. Je dis ça on essaie très clairement de tuer l'enseignement du russe dans le secondaire, et dans le supérieur, on nous a supprimé le Master 1, Master 2. Donc on a licence 1, 2, 3, doctorat, 6, 7, 8, mais on n'a pas 4 et 5. Donc vous imaginez comment on peut faire fonctionner des universités comme ça. Donc, ouais, donc par les structures et par l'université, on tue l'autre. Alors avec CCVG, on a un point de vue qui n'est pas le mien, mais on essaie de faire vivre le russe dans l'ouest de la France. Et bon, alors, au début, c'était très très violent. Mais depuis, bon, moi je m'occupe de la Russie avant la Révolution, puis la Russie de post-soviétique, elle s'occupe de la période soviétique. Vous êtes dans son livre ou pas? Cité 7 fois. Mais je ne lui ai pas fait de procès. J'en ai même évité 2-3. Je m'en plus. Mais il y aura 2 ou 3 personnes qui vont lui faire un procès, en tous les cas 1, et je pense que ça lui fera du bien. Oui. Vous l'avez là aussi. On va enchaîner peut-être plus les questions. Alors, monsieur et monsieur. Attendez. Est-ce que je peux faire des... Donc en gros, d'où, je veux dire, Limonov, bon, Limonov lisait le livre d'Emmanuel Carrère sur Limonov, il se cherchait un peu de... Voilà. Non, mais j'ai pas plus... Il y a pire que Limonov. Limonov, au moment, il est un peu rock'n'roll. Il faut dire aussi, il relate ses expériences homosexuelles à New York, un peu avec, bon, lisez ses livres, qu'il est un petit peu... C'est un personnage curieux, Limonov, hein, mais c'est un faible, hein, en fait. Mais bon, bref. Mais c'est vrai qu'il a fréquenté, Lévin a fréquenté Limonov, mais aussi toutes sortes de sectaires russes, de milieux comme ça, un peu alternatifs. On va enchaîner. Je peux faire rapidement. Donc, si j'avais une question vache, vas-y, pose-la, mais... Bon, quelle est l'Union économique mondiale? C'est combien du PIB mondial? C'est combien du commerce extérieur? Non, c'est
si vous me donnez 5 minutes, c'est pas parce qu'il m'a demandé d'intervenir pour ça, pour son exposé, je peux apporter quelques compléments pour le débat. Donc, tu as très bien exposé la philosophie. Le problème qui est fondamental, je connais bien les relations internationales, tous les continents ont une organisation régionale. Il y a l'organisation des îles américaines, il y a l'Union africaine, le Conseil de l'Europe. Et ça, je sais très bien, le seul continent qui n'a pas d'organisation qui encompasse tout, c'est l'Asie, pour les tas de raisons. Et l'Eurasie, justement, la philosophie de Dugin, tu connais, que toi, c'est de dire que la Russie, l'Eurasie est un pôle de puissance culturelle, géopolitique, économique indépendant, et qu'il faut l'organiser comme un centre de pouvoir, et que la Russie est au milieu de ce centre de pouvoir. Et effectivement, elle y va. C'est ça qui est intéressant. Il y a 3 ouvrages intéressants pour compléter. Il y a des jeunes, des profs de Saint-Cyr qui ont écrit Le Nouvel Empire mongol, la Russie, l'Iran et la Chine. Très intéressant. Beaucoup de gens n'y croient pas. Et on peut même maintenant mettre la Turquie éventuellement. Regarde, tu as cité Gogueniev, tu sais mieux que moi que Gogueniev, le panturquisme, la fameuse évolution entre la forêt et la steppe, il faut intégrer la Russie et la Turquie, pas la Turquie. C'est un mot que j'ai répété, ils ont fait 13 fois la guerre, 12 fois, y compris la Première Guerre mondiale. Et ce qui s'est passé en ce moment, les derniers mois, c'est un coup de génie de Poutine. Quoi. Il était prêt à faire presque la guerre, on applaudissait, et là, il y a quelque chose qui va. Et donc, la Russie, il y a ça. Tu n'as pas parlé de l'organisation de coopération de Shanghai. C'était ma deuxième partie. Mais ce qui est intéressant, on avait 8 pages, en 35 minutes. Et à mon sens, la Russie, si elle joue bien, indépendamment de Trump et effectivement Fillon vont lui faciliter la tâche, éventuellement, c'est qu'elle est à l'épicentre de toutes ces crises. Elle intervient au proche Moyen-Orient, elle va peut-être stabiliser les prix du pétrole en n'augmentant pas de 200 000 barils la production, en gelant, je suis très près, et donc là, elle se rapproche de... Il y a eu des tas de réunions, donc elle est en Syrie, elle n'est pas en Irak, mais on lui a demandé d'intervenir en Irak. Bon, il y a la Chine. Donc là, c'est très intéressant, parce que d'une manière pragmatique, non institutionnelle, il y a une organisation de ce continent eurasiatique. Alors évidemment, nous, Européens de l'Ouest, on a le Conseil de l'Europe. Juste parce qu'on va libérer le coup à 20h30. Ah bon, d'accord. Bon, donc voilà, pour dire que c'est une... Je termine là. Je vais répondre à Eugène. L'idée, toute cette idéologie eurasiatique, un peu, je ne dirais pas dans le vague, elle est en train de se formuler dans une institution intéressante. Et c'est ça qu'il faut voir. Peut-être que ça va réussir, peut-être que non, mais on sent l'évolution, on sent le décollage. Et là, il y a toute une diplomatie qui se développe avec beaucoup d'espoir. Très intéressant. Deuxième question, Deuxième question. Rapide ici, sans vouloir. Une question sur la politique américaine avec l'élection de Trump. Ce que vous avez indiqué est tout à fait encourageant, mais est-ce qu'il est possible que Trump ait aussi d'autres intérêts, qu'il soit peut-être plus préoccupé par la situation aux États-Unis, ou qu'il y ait peut-être des lobbies aux États-Unis qui l'empêcheront peut-être de réaliser cette ouverture dans la Russie? Est-ce que vous pourriez développer un peu? On va commencer par vous parce que la question est plus facile, puis je vais répondre ensuite à Eugène. Alors Eugène Berg, qui est un diplomate, un ami, qui connaît bien l'histoire russe. Donc sur la question de Trump, évidemment, Trump, le problème c'est ses relations avec les autres républicains. On ne sait pas, ça va pas être simple. Mais bon, il y a des signes qui montrent qu'il arrive peut-être à amadouer d'autres courants républicains qui ont essayé de le bloquer. Il les a quand même battus. Hein. Il y avait des républicains très forts et il est arrivé à les battre. Bon, évidemment, le problème, c'est le repli sur l'Amérique. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'il y a le développement d'un budget militaire exceptionnel hein, qui était prévu par Trump depuis le départ. Donc on verra bien, on ne peut pas savoir aujourd'hui hein, ce qu'il en sera. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a dit tout et son contraire. C'est pour ça qu'évidemment, il y a un risque avec Trump. Il n'y avait pas de risque avec Hillary Clinton. On savait, avec Trump, il y a un risque, mais il y a un risque qui donne aussi de l'espoir. C'était la première. Alors maintenant, je réponds à Eugène Berg que je présentais, à qui j'ai demandé de venir, qui est un diplomate chevronné, un énarque, qui a écrit des livres sur la Russie, sur les relations internationales.
Et alors donc c'est vrai effectivement qu'il y a une intégration dans des structures, c'est complexe, il y en a plusieurs, et elles sont, je voulais vous présenter l'histoire de ces structures, mais c'est compliqué. Ce qui est vrai, c'est que il y a le problème qui se pose, c'est de savoir qui sera le leader de cet espace soviétique. Est-ce que ça sera la Russie ou ce sera la Chine? Et là, il y a quand même, il faut dire, la Russie, moi j'aime la Russie, c'est une puissance militaire, c'est une très grande puissance militaire, mais économiquement, dans le meilleur des cas, en pic par habitant ou en parité de pouvoir d'achat, dans le meilleur des cas, elle est 6e. Parfois, elle est 16e. Ça dépend des années, des chiffres. Ensuite, donc voilà, c'est pas une grande puissance économique. Et puis c'est quoi? C'est 140, entre 140 et 150 millions d'habitants par rapport à plusieurs milliards. Il y a la Chine, il y a l'Inde. Donc c'est un énorme territoire, une grande puissance militaire, des gens extrêmement bien formés. Vous pouvez suivre un championnat du monde d'échecs qui est tout à fait passionnant, entre deux jeunes gens dont un vient d'avoir une crise de nerfs. Qui n'est pas le russe. Mais voilà, donc, le problème c'est qui sera leader. Alors, bon, pour le moment, dans des structures, genre Organisation de Shanghai, dans le G20, dans les BRICS, Russie et Chine fonctionnent ensemble, mais on sait en même temps qu'il y a un espace vide en Sibérie, que la Chine a besoin d'espace, et cette idée un peu naïve que la Chine serait confucéenne et qu'elle ne vise pas à sortir de ses frontières, qu'il n'y a pas d'impérialisme chinois, moi ça me paraît un peu vite dit. C'est quand on développe cette économie, on développe cette armée, un jour peut-être que les choses deviendront peut-être agressives et dangereuses. Et là, par rapport à ça, les Russes évidemment se prémunissent d'un risque chinois. Effectivement, contre le monde occidental, il fallait qu'ils soient dans des structures communes. Et il donnait finalement, par rapport au leadership américain, cette idée d'un partnership, et c'est vrai qu'il y a un partnership, mais quand même à terme, il y a un problème de compétition entre ces deux puissances. Donc voilà, pour répondre brièvement à la question de Jean. C'est parfait.